Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Orlando et on va parler ensemble des addictions. Souvent, quand on en parle, on pense tout de suite à l'alcool, la drogue ou les jeux d'argent, mais ça peut aussi être des choses que l'on soupçonne beaucoup moins et qui font partie intégrante de nos vies, comme par exemple les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la nourriture ou même encore une personne. Tu me disais que ton papa t'avait beaucoup appris à ce sujet et que t'aimerais nous en parler dans cet épisode. Hello, du coup, ouais, carrément. On va couper. Mais oui, mets-toi à l'aise, c'est ça un essai, on prend le temps. Donc ton papa, il est psychologue ou il est... Il est à la retraite maintenant, mais il était psychologue en addictologie. Oui. C'est super récent. Ça arrive quelques dizaines d'années. Ah ouais, c'est tout. Ok. Mon père, il a dû commencer à travailler dans les années 70 et c'était le tout début. Ça n'existait pas avant. On ne prenait pas en charge les drogués. Ah oui. Tu les laissais dans la rue et il y avait pas vraiment de tu cherchais de pas à les aider, ouais. Tu cherchais pas à les aider, juste tu les condamnais, tu les mettais en prison. Je sais pas le nombre de personnes droguées qui est en prison, mais je crois que c'est énorme. Et du coup, lui, il a fait partie des premiers à faire partie c'est ça, il me disait qu'il avait vraiment pas beaucoup de clients parce que c'était pas connu. Ses seuls patients au début, c'était des gens qui étaient condamnés à aller le voir. Donc c'était quand même bien. Donc ils n'avaient pas envie c'était la justice qui avait décidé. Les gens quand même à aller voir un psychologue. Et je crois que si t'es pris avec du cannabis ou quoi, t'as encore ce truc-là, t'es obligé d'aller... t'as quelques séances avec un psy. Si tu prends une drogue en général, c'est qu'il y a un mal profond que tu cherches à combler. Ouais, mettre un pansement dessus. C'est ça. Donc tu peux arrêter ta drogue, c'est très bien. Mais ce que tu comblais derrière, le mal va toujours être présent et du coup je pense que d'aller voir un psy c'est le meilleur moyen d'évacuer ce ressenti, le pourquoi du je m'autodétruis, pourquoi... Ouais, je vois. Et lui, qu'est-ce qu'il propose comme solution, par exemple ton papa, pour aller mieux? En fait, tu commences par raconter ton histoire et après, en fait, petit à petit, tu vas comprendre des choses sur toi-même. C'est vraiment un travail sur le long terme. Je pense que tu peux pas Chacun le faire un peu son en un rythme, claquement de doigts. C'est ça, faut pas être trop pressé de te dire allez j'arrête. Et parce que c'est trop dur. Ça met une pression aussi de se dire dans un mois j'arrête et puis je m'y tiens et tout ça, c'est la meilleure façon je pense de ne pas réussir. Il faut y aller peut-être par étapes et du coup moi j'ai ressenti une addiction pendant longtemps aux jeux vidéo, aux consoles où j'ai passé beaucoup de temps. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a coupé de beaucoup de choses et c'est tellement chronophage les écrans. Ouais. Et t'as commencé à quel âge à jouer aux jeux vidéo? En fait, j'ai ressenti justement un interdit de mes parents quand j'étais jeune. C'était aussi une période compliquée pour beaucoup, je pense, à ce moment-là. Et l'adolescence, déjà. t'as envie de te couper, de penser à autre chose. C'est un échappatoire. Pour te mettre dans ta bulle de protection un petit peu. Ouais, c'est ça, ça te protège. Et le problème, c'est que tu te fais vite dépasser. Au début, c'est un plaisir. Tu fais ça vraiment de temps en temps et après tu te dis que tu as envie de faire ça plus souvent et au final après tu n'arrives plus à te contrôler et c'est tout le temps. C'était vraiment une obligation et j'arrivais plus à m'en déconnecter. Est-ce que tu prenais toujours du plaisir à jouer? Non, justement, j'avais plus du tout de plaisir. Ah oui, en plus, ça vraiment, c'est encore autre chose. C'était de la souffrance en plus, vraiment. Je ressentis une souffrance. Une souffrance pour ne pas que ce soit pas physique, jouer. parce que déjà tu restes assis et mental surtout parce que tu te mets dans un mauvais état d'esprit. Souvent c'est des jeux qui te mettent de mauvaise humeur et tu rages assez facilement, t'as les yeux qui piquent parce que t'as joué toute la nuit, t'es explosé. Après t'arrêtes de jouer, t'es dans un mood horrible, donc t'es pas sympa avec les gens, enfin c'est un cercle vicieux quoi. T'as jamais réussi à en parler? En fait, mes potes étaient un peu comme moi, ils voyaient pas forcément le problème. Oui. Et mes parents, je pense qu'ils auraient eu du mal à comprendre. Ce délire-là, ils diraient juste éteins ton écran et puis basta.
tu vas tomber sur des gens qui te disent ouais, c'est ça, bah arrête en fait. Mais t'en as besoin. J'étais obligé de stopper complètement. J'arrive plus à me... Du jour au lendemain, t'as arrêté complètement. Parce que je peux pas me contrôler, tu vois. Ah ouais, ok. Donc c'est dommage parce que je m'empêche d'y jouer même de temps en temps. Parce que je sais que je vais replonger en quelque sorte. Ça m'est arrivé de replonger un peu. Ouais, mais est-ce que c'était grave au final? Là, actuellement, tu joues encore un petit peu. À chaque fois, ça repartait, tu vois. À chaque fois, au début, je me dis, vas-y. Juste quelques parties, tranquille. Exactement. Allez, une dernière, et puis évidemment. Mon premier copain, il était tellement addict aux jeux vidéo qu'il se relevait la nuit pour voir si on l'avait pas attaqué. D'accord. Genre c'était un jeu, je saurais pas comment décrire, mais qui était super à la mode. Genre t'avais un village que tu devais défendre et tout. Et même la nuit, on pouvait t'attaquer et démonter ton village. Et du coup, lui, il se mettait des réveils pour voir s'il n'était pas mort dans la nuit et défendre son village. Donc c'est-à-dire que des fois, genre on était 1 ou 2 semaines sans se voir. Je passe une nuit chez lui et il mettait des réveils pour voir s'il n'était pas mort, quoi. Et là, je me suis dit, mais quand même, c'est... Moi, sur le coup, j'étais habituée à le voir faire ça, du coup, je captais pas. Mais en fait, quand j'y repense, je me dis, mais c'est chelou, tu vois. Enfin, c'est grave de mettre un réveil pour te réveiller la nuit, voir si t'es pas mort. Si on n'a pas attaqué ton village dans la nuit, c'est chaud, quand même. En même temps, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout est fait... pour que tu passes le plus de temps possible que ce soit accroché à ton écran. Oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Tu connais. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais les réseaux sociaux, mais comment ça te bouffe ton temps. Tu sais, moi, j'utilise les réseaux sociaux parce que surtout Instagram, YouTube, je sais pas si ça fait partie d'un réseau social. Ouais. Un réseau social, ouais. Et moi, je m'en sers surtout pour avoir de l'inspiration, apprendre beaucoup des choses et tout. Et à côté de ça, j'ai TikTok. Et j'ai la partie de Instagram où tu scrolles à l'infini sans t'arrêter. Et au final, où j'ai rien appris, où je regarde la vie de gens que j'en ai absolument rien à foutre, que je suis et je sais même plus pourquoi. Enfin, et ça me bouffe 1 heure, 2 heures, 3 heures des fois de mon temps. TikTok, est-ce qu'on en parle du temps qu'on perd à regarder TikTok? Tu parles des addictions, mais TikTok, c'est la drogue des temps modernes. Mais TikTok, c'est un délire, quoi. Mais je peux pas m'empêcher de passer 1 heure, voire 2 heures dessus. Et moi, j'arrive toujours au moment où il y a la petite pub de TikTok qui dit « Allez, il est l'heure d'aller se coucher ». Mais hyper facilement, quoi. Mais c'est quoi cette pub? Tu l'as jamais vu? En fait, quand tu passes, je crois, c'est 1 heure sur TikTok, t'as une pub de TikTok. C'est la seule application qui te dit quand arrêter de l'application. Okay. Sérieusement, c'est ouf. Genre Instagram, Facebook ou les autres réseaux sociaux, tu vois, ça, c'est parce que c'est des lois qui les obligent, ils le font pas de leur plein gré. Bah ouais, mais c'est ouf, tu vois. Je crois que c'est les États-Unis qui veulent interdire TikTok. Ouais, parce que c'est chinois et qui pompe tes données. Alors que Instagram et Facebook, bah, c'est américain et ça les dérange moins. Ouais. Là, d'un coup, là. Et est-ce que tu pourrais vivre sans réseaux sociaux? Déjà sans portable, parce que on peut aussi parler du portable. Oh my god, mais oui, putain. Si tu enlèves ton portable, mettons 1 journée, déjà, c'est faisable. Et je me sentirais nu pratiquement. Ah bah clairement à poil. Déjà, enfin, moi j'ai l'impression que je peux pas vivre sans mon téléphone parce que ça fait tout. Genre je vais aller à un endroit en particulier, d'un point A à un point B. Il me faut mon téléphone. Bah ouais. Juste pour faire le GPS par exemple. GPS pour payer. Tout est fait pour... Pour payer, si tu veux regarder, checker ce qui se passe dans ta banque. T'imagines la liberté qu'on aurait sans ça? C'est-à-dire... Ce serait trop bizarre. Genre rien que pour donner rendez-vous à quelqu'un. Mais alors, avant, les gens se donnaient pas rendez-vous, ils sonnaient à l'improviste. Quand j'étais en primaire, juste avant le collège, quand je voulais aller voir des filles dans ma rue pour faire du vélo, je sonnais chez elles, j'attendais. Si elle était là, tant mieux. Et si elle n'était pas là, tant pis, je repartais, tu vois. Mais c'est bizarre, genre, d'imaginer une vie sans téléphone maintenant. Quand tu vois que tu peux absolument tout faire avec... Ça illustre vraiment le fait que c'est une addiction générationnelle. Le téléphone, c'est une addiction, je trouve. Et après, si tu te coupes de tout, tu deviens un ermite dans la forêt et puis t'as une vie de sainte.
Tu deviens... Descends dans les montagnes. Tu peux une vie de moine, ouais. Tu vis dans le silence et dans le... Dans la plénitude. C'est un dosage, encore une fois. Et c'est trop dur. On Mais n'est pas même pour ça, assez initié à ça. Quand tu vois les gamins maintenant à 2 ans, ils ont les écrans. Faudrait trouver une technique pour... Mais ouais, et tu vois, pourtant, moi, par exemple, au salon, je vois beaucoup de parents qui, du coup, pour occuper leurs enfants, Ouais, mettent un écran, tu vois. Et au début, ils me disaient, mais au début, je voulais pas du tout d'écran pour mon enfant, c'était interdit. Mais au final, c'est tellement facile. Et quand il est en pleine crise, que ça fait 10 000 fois que t'as tout essayé pour lui faire arrêter de pleurer ou le rassurer ou autre, tu mets un écran. C'est normal, le et gamin... c'est terminé. Moi-même, quand t'es petite, tu manipules, tu sais très bien, et tu fais ta crise jusqu'à temps que t'obtiennes ton... Ouais, ils savent maintenant. C'est comme la drogue, une fois que tu y as touché, bah t'as envie d'en reprendre. C'est exactement ça. Et quand t'es petit, un truc qui est tout con, les dessins animés. Genre, c'était quoi tes dessins animés préférés, toi, quand t'étais petit? Les X-Men, les... Qu'est-ce que j'aime? Les dessins animés X-Men, ouais. Ouais, les Totally Spies, tout ce qui passait. Totally Spies, Bob l'éponge. Il y avait quoi d'autre aussi qui était bien? Mais ouais, on était accro à ça, c'est peut-être nos premières addictions. Bah, mais en fait, tu sais que toute notre vie, inconsciemment, on essaie de rechercher la dépendance les émotions qu'on a ressenties quand on était bébé. Envers notre mère, on était dépendant d'elle, et du coup, toute notre vie, on transfère ce sentiment-là vers d'autres choses. Ah ouais. Et qui vont forcément se reproduire sur certains comportements, dont ça peut être truc tout con, les dessins animés, ou après une drogue ou une clope. Bah ouais, c'est clair, parce quand que tu retrouves la succion, le fait que tu têtes le sein. Ouais. C'est le truc de psychologie de comptoir, tu vois, de la cigarette. Et tu reproduis quelque chose dont tu étais dépendant petit, du coup, avec ta maman. Et c'est inconscient. Oui, on le fait comme ça, machinalement, en fait. Mais c'est vrai que les écrans, genre, quand t'es petit, les dessins animés... Moi, j'ai été bercée par les Disney en cassette et tout ça, et puis les dessins animés qu'il y avait sur TF1 et tout ça, le midi ou le matin très tôt, tu vois. Mais c'était un réel bonheur de retrouver mes dessins animés, quoi. Là, c'est quoi déjà l'hormone du bonheur, là, déjà? Je sais plus, ouais. C'est pas la dopamine, non. Non, c'est une autre, la cytocine. Non. Ouais, je sais plus. Enfin, l'hormone du bonheur qui explose quand tu regardes tes dessins animés quand t'es petit, c'est ouf, tu vois. Ou même quand tu veux un jouet que tu veux absolument dans le magasin et que ta mère, elle veut pas parce que te dit t'en as pas besoin ou on peut pas, ou tu vois. Et que t'es là, que tu fais ta crise, que tu te roules par terre pour avoir cette putain de poupée dans le carrefour du coin, tu vois. Alors que t'as déjà 3000 poupées, mais bref. Nos premières addictions, ouais. Ce serait intéressant de se les noter tous, nos petites addictions, de la plus petite à la plus grosse, et de voir... Pour faire le bilan de nos addictions. Alors, mon bilan de drogation. Comment ça se passe? Et t'as arrêté vers quel âge à peu près les jeux vidéo? Là, t'y joues encore ou pas? Non, en fait... complètement arrêté? Ouais, j'ai eu des phases... Ça serait intéressant de voir si c'est des phases où ça allait moins bien dans ma vie, de manière générale. Mais genre vers 17 ans, 18 ans. C'est là où t'as un peu stoppé? J'ai un peu stoppé et je m'y suis remis vers 22, 23 ans. Et ça a jamais été très productif quand je m'y remettais. D'accord, ok. Et est-ce que c'était... Parce que moi, par exemple, j'ai mon frère qui adore les jeux vidéo. Et en fait, pour lui, c'est un peu sa manière de voir ses potes virtuels et de retrouver une communauté avec laquelle il se sent bien. Et il peut se lâcher, il peut crier, il peut vraiment s'amuser et jouer. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que des fois, c'est un peu une perte de temps parce que t'es bloqué sur un écran H24. Et lui, parfois, il joue des nuits entières et tout. Mais ça lui fait du bien parce qu'il est avec des personnes qu'il aime et il s'éclate en fait. C'est ça que je regrette, c'est que moi je jouais à des jeux solo. Ah, en mode aventure. C'est ça. Et donc c'est pas du tout. Ça t'isole encore plus et ça te sociabilise pas du tout comme les jeux aujourd'hui qui sont plus en mode. Ouvert aux autres. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai jamais été
addict aux jeux vidéo. Enfin, j'ai un frère qui adore ça, qui est à fond là-dedans. Mais moi, pour le coup, à part jouer sur Nintendogs sur la DS Lite, c'est tout ce que j'ai joué, tu vois. Tu fais tes 3 Mario Kart. Hein. Mais je vois qu'en effet, les jeux vidéo, ça fait rager, ça t'empêche de dormir, t'as les yeux facilement explosés. Et puis, sans t'en rendre compte, tu passes des nuits blanches à jouer et après faut que tu renchaînes ta journée de demain du lendemain avec soit ton taf, soit l'école. C'est pas ouf niveau qualité du sommeil et récupération, tu vois, pour le corps. Et ton papa, il t'a appris quoi exactement des addictions? Genre, c'est quoi ce que tu retiens le plus? En fait, c'est paradoxalement, il m'a jamais interdit de toucher, d'essayer une drogue. Il a plutôt été dans la discussion, il m'a toujours expliqué en fait les effets et je pense qu'il a eu l'intelligence de pas me l'interdire. Pour pas que tu fonces dedans. Exactement. Ouais. Et je pense que ça a marché parce que j'ai jamais été dépendant à une drogue ou autre. Et j'ai essayé de fumer un peu mais j'ai jamais réussi. Ouais. Par exemple, il m'a fait tester un joint quand j'étais ado. Ok. Et en fait, sa vision des choses, c'est d'essayer dans des bonnes conditions. Oui. Pour que tu vois l'effet que ça fait. Mmh. Et toujours en parler et en me conseillant que si jamais je prends une drogue plus dure, d'être surtout bien entouré, d'être accompagné. Et de le faire dans de bonnes conditions pour le coup. Parce qu'il n'est pas dupe, il sait qu'à un moment donné, ça risque d'arriver. Et... Puis comme tu disais, tout ce qui est dangereux, d'une certaine manière, nous attire en fait. On a envie d'y aller, même si on sait que... il y a un grand danger à ce qu'on essaye ces choses-là. Il y a quand même ce truc de dire ouais, mais quand même, on n'a qu'une seule vie, faut quand même voir ce que ça fait, tu vois. Et c'est vrai que je pense que c'est pas une mauvaise chose que d'avoir, pour ton père, de t'avoir dit je t'interdis rien, mais voilà, si tu le fais, fais-le correctement. Et vu que t'as brisé ce tabou d'avoir fumé ce joint et tout ça, t'étais en mode ok, bon, ouais, c'est très ça. Bien. Et finalement, j'ai très peu fumé. Et finalement, t'as pratiquement pas fumé de ta vie. C'est ça. Et ou alors, en fait, je me fixe certaines règles. Et par exemple, ne pas fumer seul, tu vois. Et... ça, c'est la base, hein, franchement. C'est ça, pas boire seul, pas fumer seul. Ça te permet déjà que ça reste un plaisir et ça te permet de réduire aussi ta consommation. Et que ça reste un plaisir parce qu'il est décuplé quand il est partagé. Et après, il ne faut pas non plus diaboliser... Ouais, mon point de vue, c'est plus trouver le... Toi, ton point de vue là-dessus, c'est de trouver ton bon équilibre pour ne pas rendre ça trop néfaste, mais ne pas non plus tomber dans le truc de... tout m'interdire. Voilà, c'est ça. De rester ouvert, mais sans non plus se remettre... Ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire dans la vie de tous les jours, mais mais c'est compliqué, en vrai. J'ai un côté de moi qui me dit c'est nécessaire, c'est... pour te couper, pour penser à autre chose, mais en même temps tu flingues ta vie à côté et ça a tendance de manière extrême tu peux plus travailler, tu vois plus personne, donc j'arrive pas à trouver un peu une... Je pense qu'il n'y a pas de juste mesure, il n'y a pas de... Ou c'est toi qui la fixes aussi, la limite. C'est ça, c'est à quel moment c'est trop, qu'est-ce qui te motive vraiment, c'est quoi ton vrai plaisir, est-ce que c'est de t'autodétruire, parce qu'on peut avoir un vrai plaisir à s'autodétruire. À s'autodétruire, ouais, aussi. Si on est dans un mauvais mood, il se passe des choses un peu mal dans notre vie, on cherche peut-être à se faire du mal à travers un truc qu'on aime bien au début de base. En termes d'alcool, moi je sais que c'est la chose dont j'ai le plus de mal. Je sais que j'ai du mal à ne pas boire quand je suis entourée de personnes qui boivent. Quand je suis en festival, quand je suis dans des gros stuff et tout ça et que tout le monde boit, je vais avoir vraiment beaucoup de mal à m'amuser. Et à côté de ça, ce qui est drôle, c'est que j'ai des copines qui ne boivent pas, qui ne fument pas. Et du coup, quand je suis avec elles, je ne prends rien du tout. Je fume pas, je bois pas, rien du tout. Et je passe des bêtes de soirée avec elles. Donc je me dis, mais vraiment, je m'amuse comme une ouf, tu vois. Et autant que si je buvais... Et en fait, c'est la clé, tu sais, on se prend toujours des remarques. Oh, tu bois pas en soirée si t'es avec des gens qui boivent. T'auras toujours des personnes qui vont dire oh, allez, c'est bon, vas-y, bois un petit shot, c'est rien. Risque de passer pour quelqu'un de chiant. Voilà, qui veut pas s'amuser et tout. T'auras toujours cette personne-là qui te fera la remarque et c'est juste chiant. Moi, quand j'ai quelqu'un qui veut pas boire quand je suis en soirée, je respecte, je dis ok et tout parce que je sais combien c'est chiant.
Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours un connard qui va te dire « Oh allez, c'est bon, une petite bière, la bière c'est pas de l'alcool, tu vois, c'est de l'eau. » Alors que c'est totalement faux, bordel. Laissez les gens qui ne veulent pas boire, ne pas boire, quoi. J'ai regardé un peu la liste des addictions qui existaient. Il y avait aussi le sexe, il y avait le sport, il y avait tout ce qui était nourriture. On avait parlé aussi, toi et moi, du fait d'être addict à une personne aussi. Le fait de ne pas pouvoir vivre sans cette personne et te dire que tu mets un peu de côté quand t'es en couple, je trouve, ce que tu aimes, tes passions et peut-être un peu une part de ta personnalité que tu mets un peu de côté pour laisser de la place à l'autre, tu vois. Bah ouais, moi j'ai pas mal ressenti cette dépendance affective avec ma dernière relation. Et ça rejoint par exemple mes autres addictions que j'ai, par exemple les jeux vidéo, où pareil tu t'isoles et tu te concentres en fait sur quelque chose. Exactement. Genre tout ton monde tourne autour de cette personne, comme quand tu te mets dans tes jeux vidéo en fait. Et ça rejoint encore cette question de confort et de passivité. En fait, tu te laisses porter et tu... Ouais, je sais pas comment dire. Après, je peux dire que j'étais dépendant dans le sens où j'aimais m'oublier. Et en fait, c'est là toute la difficulté des addictions et des dépendances. C'est qu'en fait, tu prends du plaisir à ton addiction, à ta névrose. Et c'est pour ça que c'est si dur de l'enlever. Je trouve que tu éteins une partie de toi quand t'es avec une autre personne. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment, quand t'es en couple avec une personne, t'oublies une partie de toi pour laisser de la place à l'autre. Et ça, c'est positif. Oui, c'est vrai. Parce que tu laisses de la place à l'autre pour entrer dans ta vie. Mais j'ai l'impression que t'es pas totalement toi quand t'es en couple aussi. Après, il y a un truc qui est très important dans tout ce qu'on dit, c'est tout est une question de degré. Faut après réussir à trouver sa mesure et ce qui te convient et pas forcément se l'interdire. Et tant mieux si t'arrives à gérer tes dépendances au mieux. C'est ce que je vois, moi par exemple, quand je suis en couple. Comme je pense la majorité des gens, je pense uniquement au plaisir de la personne, donc je vais avoir tendance à faire ses activités à lui, à participer à ses activités qu'il aime faire. Je sais pas si sa passion c'est de faire de la moto, de m'initier à la moto un peu, ou je sais pas, son truc c'est les jeux vidéo, essayer les jeux vidéo par exemple, alors que c'est pas forcément ma passion de base. Je vais beaucoup me rapprocher de son univers, et moi, mon univers à moi, il va être mis de côté. Et du coup, ce que tu ressens comme dépendance, ce serait quoi par rapport à une personne ? Parce que j'ai du mal justement à le décrire. Je sais que j'ai été dépendant, dans le sens où je me reposais trop sur la personne. Ce que tu dis, je faisais toutes ces activités, je m'oubliais. Et il y a ce truc-là, tu t'oublies. C'est une erreur en fait de faire ça. Bah oui. Parce que quand la personne part... Et puis là... Comment dire? Oh putain, c'est l'apocalypse déjà. Mais en fait, tu te dis putain, tu ressens ce manque de putain, elle est où cette partie de moi qui est vide là? Et c'est là où et c'est là où tu reprends tes anciennes passions. Genre moi par exemple, après ma rupture, je me suis remise à peindre, j'ai sorti mon projet de podcast, je me suis mis à réécrire, tout ce qui était YouTube et tout ça, je m'y suis remise. Bon là j'ai un peu arrêté, mais j'étais à fond dans plein de projets différents et à faire vraiment des activités comme mon métier, la coiffure, le make-up et tout ça qui me plaisait et que j'avais mais vraiment à cause de moi, hein, pas à cause de l'autre personne, mis de côté pour vraiment laisser plus de place à la personne qui partageait ma vie. Et ce qui fait que quand la rupture survient, t'es en mode ok, c'est bien, je fais quoi maintenant? Tu sais, tu te sens un peu con sur le moment. Et là, on essayait d'en parler tout à l'heure, mais il y a un truc, et on galère. Parce que, en fait, mais ça va venir. Tous ces sentiments-là, en fait, tu peux en parler, mais c'est quelque chose qui se ressent et qui est vraiment dur à définir, je pense. Et c'est pour ça qu'il y en a tant qui... On fait tous l'erreur. Et il faut la vivre pour pouvoir en guérir. Pour pouvoir en guérir. Tant que t'es pas tombé dedans, on peut te dire tout ce que tu veux. T'auras pas les clés pour à chaque fois trouver une solution pour s'en sortir. Mais c'est surtout, on a beau te prévenir,
en fait, tu fais l'erreur. Oui. C'est ça qui est... Et t'as presque besoin de la faire, en fait. Oser demander de l'aide aussi. Ça, c'est hyper compliqué. C'est toujours facile, je dis toujours, d'apporter son aide à quelqu'un, de se montrer présente pour elle, de lui donner... J'adore faire ce rôle. Moi, je suis carrément ce genre de personne-là, tu vois. Mais alors, qu'est-ce que j'ai un mal de chien à demander de l'aide. Parce que j'aime tellement aider les autres que quand c'est mon tour, je suis en mode « Oula !» Je suis dans une position délicate, là. Tu t'aides en aidant les autres. Essayer de mettre en place, je trouve aussi des petits objectifs. Genre, ce mois-ci, j'essaye de retirer telle quantité. Par exemple, si c'est pour du tabac ou de l'alcool ou autre. Mais se fixer des objectifs atteignables pour ne pas se décevoir. Donc le fait de te dire, tiens, ce mois-ci, je diminue un petit peu ma dose pour tout ce qui est clope, alcool ou même dépendance, la durée des jeux vidéo. J'essaye de dormir ce soir, tu vois, et je m'autorise de jouer jusqu'à 4 heures, on va dire, ou 3 heures. Je trouve que ça aide à être fier de toi déjà et à tenir aussi pour réaliser l'objectif de te couper vraiment de ta dépendance. Et oser célébrer ça aussi, genre que tu sois fier de toi et... Carrément, ça c'est... C'est super important. Mais en fait, dans ces moments-là, tu te dis que t'es tellement une merde que, ouais, se valoriser et... ça peut te permettre aussi d'en sortir et c'est ça, d'être fier de soi dès que tu réduis un peu et de reprendre le contrôle. Ouais, de célébrer ça, je sais pas, par exemple t'acheter une nouvelle fringue, tu vois, pour te sentir encore plus beau, tu vois. Ou s'offrir, je sais pas, un massage ou des chocolats, ou aller, je sais pas moi... faire un marathon avec des potes ou un laser game avec des potes, enfin, tu vois, faire célébrer ses victoires un peu comme ça. Je trouve que ça peut être vraiment des bonnes solutions pour se sortir un peu d'une addiction comme ça, de fixer ces petits objectifs atteignables, les réaliser, les célébrer et après de savoir se féliciter, se remercier de prendre soin de soi comme ça. Ça aurait été des bons conseils, ça, d'avoir ça, ce que tu dis, hein, d'être fier de toi et de célébrer. Parce que tu te dévalorises tellement avec ton addiction et j'avais du mal à en parler aussi parce que j'ai un peu une fierté et parler de ces... Et puis c'est pas facile aussi d'exposer ces vulnérabilités aux autres. Hein. On se met à poil et en plus de ça, c'est que pour des choses négatives, donc c'est vraiment pas facile. Hein. Ouais, un truc qui m'avait pas mal aidé, c'était de faire une liste de ce qui te fait plaisir. Oh ouais, bonne idée. Et comme ça, est-ce que mon addiction vaut toutes les choses que je m'empêche de faire et parce que l'addiction te donne beaucoup de plaisir, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités qui te permettent au final de plus t'épanouir le fait de rendre la chose plus normale, de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça, tu te sens un peu moins comme une merde. Voilà, tu te sens moins seul aussi, le fait de se dire que ça n'arrive pas qu'à toi. Ah oui, un autre truc pour s'en sortir, je pense faire partie de groupes aussi qui veulent se sortir d'une addiction. Ça peut être une bonne idée aussi. Ou alors ça repart en gros stuff. Ou alors ça part en gros rêve party à la fin du mois. Et le fait de savoir que t'es avec des gens qui font la même chose que toi et qui se motivent entre eux, c'est un moteur direct pour la réussite, ça, pour moi. Le fait d'être à plusieurs pour atteindre le même objectif et de savoir que t'es pas tout seul à lutter contre ton addiction et tout ça, ça motive grave, tu vois, à se sortir de ça. Et il y a aussi, si t'as pas envie de parler sur un groupe ou d'exposer ton identité, tu peux juste suivre des gens sur YouTube qui donnent des conseils aussi. YouTube, la meilleure école pour moi. Ah ouais. Non mais vraiment, il y a plein de vidéos ultra intéressantes sur des gens qui disent comment j'ai arrêté ma dépendance pour ci, pour ça, qu'est-ce qui m'a aidé, les choses à mettre en place pour favoriser la réussite, etc. Rien que de voir quelqu'un qui en parle, ça te fait du bien et ça te pousse à te sortir de ton addiction aussi. Plutôt que d'aller te confier à un psy, par exemple, où là c'est à toi de faire beaucoup de travail et tout. Juste là, tu écoutes une personne parler de ton problème, tu vois, et de comment cette personne a fait pour réussir. Je trouve que ça te rassure sur le chemin à faire pour y arriver, tu vois, aussi. C'est vrai, ça peut être une première étape et de passer de la passivité
et te prendre en main. Parce que c'est la partie la plus dure à faire en vrai, c'est de... Bam, t'as eu ton problème où tu te dis oh putain faut que j'arrête, ça devient vraiment dangereux pour moi cette addiction. À te dire bon bah maintenant il faut qu'on remonte la pente tu vois, pour qu'on aille mieux tu vois dans notre corps, dans notre esprit, notre santé, dans tout. Et bah faut vraiment avoir une déterre pour se tenir à ces petits objectifs pour arriver à se sentir mieux. Petite intervention technique, on a oublié de rajouter avec Orlando que si vous rencontrez des problèmes d'addiction, alors oui, c'est très bien d'en parler à un ami, une collègue ou un proche, mais si malheureusement ça ne suffit pas et que ça prend des proportions néfastes dans votre vie pour vous et votre entourage, il vaut mieux aller consulter des professionnels. Que ça soit des personnes comme le papa d'Orlando, psychologue spécialisé dans les addictions, ça peut aussi être des magnétiseurs, des coachs de vie, il y a aussi des forums de discussion en ligne si vous avez besoin de soutien, ainsi que des numéros d'appel anonymes et gratuits, comme par exemple pour le tabac ça va être le 39 89, mais il en existe plein d'autres selon votre addiction. Donc n'hésitez pas à vous servir de tout ça, même si évidemment on le sait, la personne qui pourra le mieux vous aider dans l'histoire c'est vous et votre détermination sur le long terme, mais si ça peut vous permettre de faciliter le processus de guérison, autant ne pas s'en priver. Comme disait l'adage, ensemble on va vite. Mais non, je me suis gourée. Comme disait l'adage, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Je crois que c'est la conversation la plus profonde qu'on aura eue tous les deux. Bah, je sais pas, en vrai. Hein. C'est marrant parce qu'avant le podcast, je pensais pas qu'on allait parler au final de toutes ces petites addictions qui sont au final les plus courantes. Mais ça permet d'explorer des trucs et d'essayer de réfléchir en profondeur. Et même en parlant, tu comprends des trucs. Enfin, moi, là, j'ai compris des trucs. C'est ouf, j'ai l'impression d'être chez le psy, il y a des mots qui sortent. Bon, encore mille merci à toi d'être venu. Merci à toi. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. On a parlé hyper longtemps de ouf, c'était trop bien. N'hésitez pas à laisser des étoiles au podcast si vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dolly's Talk. Gros bisous. Bisous. Tu peux couper mon bisou de merde.